Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et avec la fin de saison qui approche, il est temps de refaire un petit point sur les jeunes pilotes qui avaient un petit peu disparu depuis quelques mois. En Formule 1, les premières des 3 séances d'essais libres d'un week-end ont souvent été l'opportunité de permettre à des jeunes pilotes de se tester, de découvrir l'ambiance d'un week-end de course et de commencer à appréhender une monoplace dans justement un week-end de Grand Prix en vue de derrière intégrer la catégorie. La plupart des pilotes qui ont rejoint une écurie ont souvent réalisé 1 ou 2 séances d'essais libres en préparation à la fin de l'année précédente. Ça avait été le cas de Max Verstappen qui en 2014 avait pris le volant de la Toro Rosso par exemple, mais depuis cette année, le fait de faire rouler des jeunes pilotes est devenu obligatoire. Et pour les écuries, c'est quand même un petit peu un casse-tête, parce que c'est une belle opportunité à offrir à des jeunes pilotes, mais il faut trouver quand caler ces séances, à savoir que chaque écurie doit faire rouler 2 rookies en première séance d'essai libre dans la saison, en remplaçant chacun des 2 pilotes. À noter que l'on entendra par rookie un pilote ayant participé à moins de 2 grands prix dans sa carrière en Formule 1. Et donc forcément, les écuries, en début de saison, on était en plus au début d'une nouvelle ère, elles n'avaient pas trop envie de laisser le volant de leur monoplace à des jeunes pilotes. Elles l'ont fait quelques fois sur des circuits qui étaient parfaitement maîtrisés. Je pense notamment à l'Espagne où Juri Vips avait roulé chez Max Verstappen, mais malgré tout, il n'y a que 6 des 20 roulages obligatoires qui ont été effectués et donc encore par conséquent 4 équipes qui n'ont jamais fait rouler un jeune. En effet, avec seulement 4 grands prix restants cette saison, eh bien, il faut se dépêcher de faire rouler les jeunes pilotes et on en a par exemple plusieurs qui vont rouler dès ce week-end à Austin. Austin qui est une piste assez facile à appréhender, j'ai envie de dire, pour des pilotes plus expérimentés. En tout cas, ils ont l'habitude, on y va chaque année, c'est une piste qui est bien connue. Les conditions sont elles aussi très difficiles, mais quand même assez bien connues. Et surtout, les enjeux ont largement diminué en cette fin de saison. Par exemple, si on prend le cas de Red Bull et Ferrari, leurs places au championnat sont scellées. Pour Ferrari peut-être un peu moins, mais pour Red Bull, le titre pilote est acquis, le titre constructeur va être acquis incessamment sous peu. La pression commence un petit peu à retomber et on va pouvoir faire rouler de nombreux pilotes. Chez Ferrari, justement, on fera rouler Robert Schwartzman ce week-end. On fera rouler également Alex Palou qui a rejoint le programme McLaren, même s'il reste avec Chip Ganassi l'année prochaine en IndyCar. Il a rejoint l'écurie britannique et donc va faire ses débuts en Formule 1 ou dans un week-end de Formule 1 ce week-end. Et côté français, Théo Pourchaire fera ses débuts sur un week-end de Formule 1 ce week-end à Austin dans l'écurie Alfa Romeo qui va donc compléter son 2e roulage de la saison. Plutôt une très bonne nouvelle pour le français, on espérait que cette séance puisse se caler et même si l'année prochaine il ne sera que pilote de réserve de l'écurie italo-suisse, c'est quand même une très bonne chose de faire ses débuts en Formule 1 et de s'imposer comme le 3e pilote de cette écurie. Il va avoir une très très belle expérience ce week-end. D'ailleurs, Antonio Giovinazzi devait rouler, mais Haas a annoncé que Pietro Fittipaldi roulerait au Mexique puis à Abu Dhabi et qu'il avait obtenu le statut de jeune pilote malgré les 2 grands prix qu'il avait courus en 2020 en remplacement de Romain Grosjean. Et donc on va voir si oui ou non, ça n'a pas été confirmé. Giovinazzi sera bien dans la Haas également ce week-end. Ils peuvent tout à fait faire 3 séances différentes, mais en tout cas on avait eu l'information comme quoi l'Italien devrait rouler ce week-end. Petit inconnu. Pour Haas, la question est donc scellée, pour Alfa Romeo également, pour Ferrari, ça devrait être Schwartzman qui fera une 2e séance. Pour Mercedes, on va également faire rouler Nyck de Vries une fois de plus au Mexique. Nyck de Vries d'ailleurs qui pourrait pourquoi pas effectuer un autre remplacement chez Aston Martin ou chez Williams, même s'il va chez AlphaTauri l'année prochaine, il reste toujours jeune pilote Mercedes et on continue de lui donner des opportunités, donc pourquoi pas compléter encore les roulages qu'il manque à ses écuries. Pato Howard sera dans la McLaren, lui à Abu Dhabi, donc McLaren qui continue de pousser son développement avec les différents pilotes américains. On sait qu'ils sont beaucoup à toquer à la porte, en plus de Pato Howard et d'Alex Palou. On a par exemple un Colton Herta qui voulait arriver en Formule 1 et qui est toujours sous contrat avec McLaren, donc on va continuer de voir qui va rouler, mais en tout cas McLaren qui continue de développer son programme avec les pilotes d'IndyCar pour le plus grand plaisir donc de Howard qui fera ses débuts en fin de saison. Il y a ensuite une petite inconnue autour de Red Bull parce que Red Bull avait fait rouler, donc je vous l'avais dit, Juri Vips à Barcelone, mais Juri Vips est devenu persona non grata, même s'il fait toujours partie du programme de jeunes pilotes. On avait détaillé sa situation déjà plus tôt dans l'année. Clairement, Juri
Vips en termes d'image ne devrait pas revenir chez Red Bull, donc il va falloir trouver un autre pilote. Il y a des chances que ce soit Liam Lawson, sinon d'autres sont disponibles à l'image de Jehan Daruvala ou Ayumu Iwasa. On verra quel sera le choix de Red Bull. Mais surtout, la vraie inconnue, c'est Alpine. Que faire pour Alpine? Parce que ces deux séances, elles étaient promises à Oscar Piastri, sauf qu'il ne les a pas faites en début de saison parce qu'Alpine a beaucoup développé. Ils se sont beaucoup servi des séances d'essai pour tester des améliorations et continuer d'améliorer la voiture. On voit d'ailleurs que ça fonctionne, clairement. Le dernier package apporté à Singapour fonctionne très bien. Ocon était 4e au Japon. Mais que faire donc pour Alpine de ces deux séances d'essai qui n'ont pas été attribuées? Écoutez, il y a des chances qu'elles reviennent à Jack Doohan, mais il va falloir quand même les caler assez rapidement parce qu'il ne reste que 4 courses pour en caler 2. Alpine va devoir se bouger et donc finalement, le malheur des uns va faire le bonheur des autres du côté de Doohan, mais Alpine, ça ne les arrange pas forcément. Voilà pour ce petit tour d'horizon chez les jeunes pilotes. Dites-moi en commentaire quel est l'espoir que vous avez le plus hâte de voir débuter en Formule 1. Personnellement, j'aurai forcément un œil très attentif sur les performances de Théo Pourchaire ce week-end, en sachant qu'il ne fera pas de F2 normalement l'année prochaine. Ça va être un très très bon moment pour faire ses preuves et montrer qu'il mérite un baquet pour 2024. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine et on commence avec Zak Brown qui a écrit une lettre à la FIA en qualifiant l'excès du plafond budgétaire de Red Bull avec le terme de triche. Oui, pour lui, il y a bien eu tricherie de la part de Red Bull et donc il doit y avoir des sanctions et pour cela, il propose 3 approches qui sont en fait assez intéressantes. La première notamment, donc c'est une sanction qui comme ça paraît logique, mais qui serait intéressante à avoir mise en place, c'est de retirer tout simplement au plafond budgétaire de Red Bull, donc pour l'année prochaine, cette année c'est trop tard pour le mettre en place, mais de retirer la marge de laquelle ils ont dépassé. Donc imaginons que Red Bull a dépensé 150 millions de dollars au lieu des 145 autorisés, et bien l'année prochaine, si on maintient bien le palier à 135 cette fois millions de dollars, et bien Red Bull ne pourrait dépenser que 130. Sanction intéressante et qui pourrait avoir des conséquences sur le futur de Red Bull. On voit qu'ils ont pris une petite avance en termes de performance. En plus pour nous, ça pourrait permettre un certain nivellement qui serait très intéressant. Ensuite, on enchaîne avec la deuxième pénalité plus traditionnelle, une amende qu'ils voudraient égale au dépassement. Donc en l'occurrence, si on reprend l'exemple d'un dépassement de 5 millions d'amende, cette sanction-là est probablement nécessaire mais ne sera sans doute pas très efficace parce que Red Bull n'a pas grand-chose à faire d'une amende de 5 millions. On rappelle que leur budget avant l'introduction des budgets limités était d'environ 350 millions de dollars par saison. Là, avec le budget limité à 140 millions en 2022, clairement, ils sont largement redescendus. Donc c'est pas forcément ce qui va les perturber. Et la troisième sanction qu'ils proposent, ce serait de diminuer leur temps en soufflerie. Là aussi, on a vu que la soufflerie est devenue une arme de nivellement des performances puisque le champion du monde en titre a le moins de temps en soufflerie pour la saison d'après. Et à l'inverse, celui qui a terminé 10e de ce classement est celui qui a le plus de temps par rapport à une limite donnée. Et ce serait donc un moyen intéressant de pénaliser Red Bull. Je trouve ces 3 approches vraiment intéressantes. Ça éviterait un scandale pour un retrait des points où on parle même d'une disqualification au classement constructeur. Il y a quand même une possibilité que cela arrive, mais ça éviterait de revenir mettre de l'huile sur le feu sur cette saison 2021 qui a déjà été explosive et ça permettrait en plus pour nous spectateurs, comme je vous le disais, avec une Red Bull qui a pris de l'avance cette année, d'avoir un certain nivellement. Donc je trouve ça assez intéressant les sanctions que propose Zak Brown. Et la deuxième actu, on se dirige du côté des États-Unis avec la conférence de presse de Haas qui doit avoir lieu ce jeudi. Donc on en reparlera de la grosse annonce qu'ils sont censés faire la semaine prochaine. Peut-être qu'on va être déçus, mais en tout cas conférence de presse prévue par l'écurie américaine. On s'attend à l'annonce d'un gros sponsor, mais cela pourrait aussi être l'annonce de leur pilote pour 2023 aux côtés de Kevin Magnussen. Et Steiner l'a révélé, c'est à l'heure actuelle à 50-50 entre Schumacher et Hülkenberg, ce qui veut dire que Giovinazzi a été écarté pour l'instant de cette bagarre. Et ce que Gene Haas, donc le grand patron de l'écurie, reproche au pilote allemand, c'est de casser beaucoup de monoplaces en plus de ne plus rapporter de points depuis quelques grands prix. Bon, alors sur le fait de ne plus rapporter des points, depuis l'Autriche, ni Magnussen ni Schumacher n'ont inscrit des points et en Autriche, Schumacher était devant son coéquipier. Il faut quand même être honnête et noter une certaine baisse de performance de la Haas. En revanche, on peut tout à fait recevoir l'argument des monoplaces cassées
et de Mick Schumacher. Il y en a eu beaucoup depuis son arrivée dans l'écurie américaine il y a 2 saisons, et certaines qui auraient clairement pu être évitables. Je pense notamment à l'accident qu'il a eu dans le tour de décélération de la séance d'essai libre au Japon. Ça, clairement, c'est des dépenses que Haas devrait pouvoir éviter. On suivra donc ensemble l'évolution des 2 gros dossiers chauds de cette fin de saison, donc la tricherie de Red Bull et le baquet de chez Haas, ainsi que le baquet de chez Williams, et je vous tiens au courant comme d'habitude dans ce format. La grosse actu sport de cette semaine, vous n'avez pas pu la rater, c'est bien sûr le Ballon d'Or de Karim Benzema, récompense majeure dans le football et dont on est tous très heureux. Ça n'a pas vraiment de rapport avec la Formule 1, je le sais, mais j'avais envie de le noter et surtout, ça m'a donné l'idée, ou plutôt Turn One m'a donné l'idée à partir d'un de ses tweets, de vous parler de la dernière fois où un Français était Ballon d'Or, ou plutôt de ce qu'il s'y passait à ce moment-là en Formule 1. Alors, comme d'habitude, full crédit à Turn One, vous savez que j'utilise beaucoup ce compte Twitter qui est vraiment excellent, beaucoup de chiffres, je me réfère très souvent à eux, n'hésitez pas à aller vous abonner, il y a des infos très sympas. Et donc il nous rappelle 3 faits majeurs pour se rendre compte de ce qu'il se passait en Formule 1 la dernière fois qu'un Français était Ballon d'Or, c'est-à-dire avec Zinedine Zidane en 1998. Déjà, si on parle de la grille de départ qu'on a à l'heure actuelle en Formule 1, Fernando Alonso avait 17 ans. Bon, ça encore, c'est pas le bon exemple parce que Papy Fernand est toujours en Formule 1. Mais par contre, Yuki Tsunoda avait moins 2 ans. Bon, alors ça ne se dit pas, mais Yuki Tsunoda n'était pas né, tout simplement la dernière fois qu'un Français a reçu le Ballon d'Or. On était à l'époque de la domination McLaren-Ferrari en Formule 1. Bon, là encore, c'est imprécis parce que McLaren et Ferrari ont dominé à beaucoup de périodes de ce sport, mais on était à la période de l'affrontement Schumacher-Hakkinen. En 98, c'est le premier titre du Finlandais, et à ce moment-là, il faut noter que le Baron Rouge n'avait que 2 titres en Formule 1, acquis avec Benetton. Oui, Michael Schumacher n'avait jamais remporté de titre avec Ferrari, il le fera à 5 reprises entre 2000 et 2004, mais ça remonte quand même à il y a un petit bout de temps. Et la 3e information qu'il nous donne, et celle-là, elle est vraiment particulière à encaisser, c'est que 3 pays que l'on est très loin de retrouver sur le calendrier actuel de la Formule 1 étaient présents. On avait, bon alors tout d'abord le Grand Prix de Saint-Marin, là c'est un peu de la triche, c'était en fait sur le circuit d'Imola, sur lequel on se rend actuellement, mais à l'époque il prenait le nom de Grand Prix de Saint-Marin plutôt que Grand Prix d'Émilie-Romagne à rallonge là comme actuellement, ça avait un petit charme différent. Le Grand Prix d'Argentine, qui est un historique de la Formule 1 mais qui a disparu parce que les infrastructures n'étaient plus adaptées à ce sport, et surtout, et je l'ai appris à ce moment-là, le Grand Prix du Luxembourg. Alors même si vous étiez nul en géographie à l'école, normalement vous savez que le Luxembourg c'est un tout petit pays puisque c'est tout simplement une ville-état, comme Monaco. Oui, alors certes il y a un circuit à Monaco, il y a un circuit à Singapour, d'accord, mais c'est quand même particulier à imaginer, surtout que dans les faits ça ne se déroulait pas du tout au Luxembourg. On était sur le circuit du Nürburgring, légendaire circuit en Formule 1, et qui a fait son retour en 1995 sur un nouveau tracé après 10 ans d'absence, mais à l'époque il a pris la dénomination de Grand Prix d'Europe. Pourquoi ? Eh bien à l'époque, en Allemagne, on avait 2 courses, une à Hockenheim et une sur le Nürburgring. Donc Hockenheim prenait le nom de Grand Prix d'Allemagne et le Nürburgring celui de Grand Prix d'Europe. Et le fait que le Grand Prix soit dénommé ainsi tient bien évidemment à un bon coup de passe-passe du vieux tonton Bernie Ecclestone, donc qui veut faire en sorte de profiter de la notoriété de Michael Schumacher en Allemagne en ayant 2 courses là-bas, mais également de profiter de l'appellation Luxembourg pour pouvoir avoir des publicités de marques de tabac, puisque le Luxembourg n'a pas encore mis en place de règles anti-tabac, et donc on cherche à profiter par tous les moyens de chacun des avantages que peut apporter les pays pour avoir un maximum de publicité et de rentrée d'argent, parce qu'on sait que Bernie Ecclestone n'a jamais été fâché avec un petit billet. L'histoire retiendra ou pas qu'en 1998, donc c'est Mika Hakkinen qui s'impose devant Michael Schumacher, tout un symbole. David Coulthard est 3e, les 3 grands représentants de cette année assez historique de l'histoire de la Formule 1. Mais en 1997, Cocorico, ou presque, enfin Cocorico sur le podium, 2 pilotes que l'on adore terminent aux 2 premières positions. Victoire de Jacques Villeneuve devant Jean Alesi. Régalade pour le retour, ou plutôt pour l'arrivée au calendrier du Luxembourg et le retour du Nürburgring. Voilà pour ces petites anecdotes qui nous font replonger il y a un petit moment et nous font réaliser à quel point ça faisait longtemps qu'un Français n'avait pas été Ballon d'Or. Est-ce que ça veut dire que c'est l'occasion d'organiser un Grand Prix du Luxembourg ou de revenir sur le Nürburgring ? Ce n'est pas à moi d'en juger, mais pourquoi pas ? Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time.
Le programme de ce week-end, et ce week-end c'est Formule 1, Grand Prix des États-Unis à Austin, où Red Bull, je vous le disais, peut devenir champion du monde des constructeurs. Il faudra ne pas se coucher trop tôt pour suivre la qualification. Bon, ça va, c'est à minuit. Pour un Grand Prix aux États-Unis, ça passe, mais même là-bas, ce sera le coucher de soleil traditionnellement à Austin. La course est à une heure plus raisonnable puisqu'elle démarrera à 21h. Et puis si vous voulez également suivre la MotoGP, avant-dernière course de la saison en Malaisie, départ dimanche à 9h. Fabio Quartararo n'est plus en tête du championnat, il faudrait presque compter sur un miracle pour le voir s'imposer. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pouvez y apporter. Activez les notifications pour être informé des prochains épisodes des Actu F1 de la semaine et également des prochains lives. J'espère qu'on se retrouvera assez rapidement. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.